si je vous disais que l'une des plus grandes erreurs que vous puissiez faire, c'est même pas de mal investir, mais c'est de ne pas investir du tout. Je sais, ça peut paraître bizarre parce que quand on pense à l'investissement, on pense souvent au risque, on pense à la bourse qui monte, qui baisse, à la possibilité de perdre son argent, bref, à tout ce qui pourrait mal se passer. Mais pendant qu'on se concentre sur ces risques-là, on oublie souvent un autre risque, c'est celui de ne rien faire. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, notre argent est confronté à plusieurs défis. Déjà l'inflation qui réduit progressivement notre pouvoir d'achat, les dépenses et les prélèvements du quotidien qui pèsent déjà lourd sur nos revenus, et dans un contexte économique de plus en plus incertain, laisser dormir son argent en croyant que si on n'y touche pas, on ne prend aucun risque, c'est même plus une solution, c'est juste une illusion. Et donc face à cette réalité, il y a une voie qui se dessine de plus en plus clairement, c'est celle de l'investissement. Parce que quand on regarde les chiffres, sur le long terme, en fait, on se rend compte que les marchés actions ont généré en moyenne autour de 8 à 10% de rendement par an, ce qui surperforme la plupart des placements traditionnels comme les livrets réglementés ou les fonds euros des assurances vie. Et c'est probablement l'un des meilleurs outils dont on dispose pour protéger et faire grandir notre patrimoine. Pourtant, des millions de Français n'investissent toujours pas, non pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais parce qu'ils ont peur. Et c'est normal. Mais quand on regarde comment les patrimoines les plus importants sont construits, on retrouve presque toujours le même point commun, c'est la détention d'actifs. Des entreprises, des actions, des parts de fonds d'investissement, les plus grandes fortunes ne laissent pas leur argent dormir sur un compte bancaire. L'investissement, c'est un sujet auquel on a été très peu sensibilisé, donc forcément, quand on comprend pas quelque chose, on a tendance à s'en méfier. Alors peut-être que vous venez de découvrir ma chaîne, ou peut-être que vous me suivez déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois. Dans les deux cas, merci beaucoup, merci d'être là, parce que si vous regardez ce genre de vidéo, c'est probablement que les finances personnelles et l'investissement sont des sujets qui vous intéressent. Et aujourd'hui, l'une des meilleures façons de se former reste encore le contenu gratuit qu'on peut avoir sur internet justement. Moi, ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide encore beaucoup. D'ailleurs, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, mais aujourd'hui, je vous parle de ces sujets parce que si on n'est pas conscient du problème, on ne peut pas trouver des solutions. Donc, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas forcément le fait d'investir qui est risqué, mais le fait de ne pas s'informer et donc de ne pas agir, parce que là, c'est clairement l'inaction qui coûte le plus cher. Pour comprendre pourquoi investir est important, il faut déjà comprendre ce que nous coûte le fait de ne pas investir. Déjà aujourd'hui, les Français détiennent plus de 6300 milliards d'euros en épargne et une grande partie de cette épargne est placée sur des supports sécurisés comme le livret A, le LDDS, les comptes bancaires ou encore les fonds euros des assurances vie. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose parce que avoir une épargne de sécurité c'est indispensable. Le problème c'est lorsque toute l'épargne reste sur ces supports pendant des années. Si on prend l'exemple du livret A, aujourd'hui il nous rapporte 1,5%, ça veut dire que notre argent placé sur ce support nous rapporte un peu plus d'argent, ce qui peut sembler correct. Le problème, c'est que les prix augmentent avec le temps, c'est ce qu'on appelle l'inflation, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est un phénomène normal qui existe depuis toujours et qui fait partie du fonctionnement du système économique. Une inflation qui tourne autour de 2%, en général, elle est considérée comme normale, donc sur le long terme, les prix continueront d'augmenter. Le souci, c'est que nos revenus ne suivent pas forcément toujours. Et c'est ça le truc, parce que même si notre compte en banque affiche toujours le même montant, on achète de moins en moins de choses. Il y a quelques années, avec 100 €, on pouvait remplir un caddie. Aujourd'hui, on a limite 3 tomates et une baguette bien cuite. Donc, vous voyez, c'est ça l'effet de l'inflation. Notre argent ne disparaît pas, mais sa capacité à acheter des biens et des services diminue progressivement. C'est pour ça qu'il faut le protéger et ne pas investir, c'est la garantie de le perdre face à ce phénomène. Il y a aussi une deuxième raison pour laquelle investir devient important, c'est la retraite. En fait, quand vous travaillez, une partie de votre salaire est prélevée sous forme de cotisation et votre employeur paye aussi une partie de son côté. C'est ce qui explique une partie de l'écart qu'il peut y avoir entre votre salaire brut et votre salaire net, et beaucoup de personnes pensent que cet argent est mis de côté sur un compte à leur nom et qu'il les attend pour la retraite. Mais en réalité, c'est pas du tout comme ça que le système fonctionne. Vu qu'on a un système de retraite par répartition, les cotisations qu'on paye aujourd'hui servent directement à payer les pensions des retraités d'aujourd'hui. C'est pas pour notre retraite à nous. Pour la nôtre, ce sera les actifs qui travailleront à ce moment-là qui la financeront. Sauf que ce système repose sur un équilibre, il faut suffisamment d'actifs pour financer les retraités et ça fait bien longtemps que le nombre d'actifs diminue. Avant, dans les années 60, il y avait à peu près 4 actifs pour un retraité, mais maintenant on n'est plus que à 1,7 et ça va encore beaucoup diminuer. Et ça crée beaucoup de problèmes économiques. Bon, là je vous donne les grandes lignes pour vous resituer un peu le contexte, mais si jamais ça vous intéresse, je vous ai fait une vidéo complète à ce sujet, je vous la mettrai dans le petit i ou dans la barre d'infos. Alors face à ça, il existe des solutions et c'est justement là
qu'intervient l'investissement et notamment l'investissement en bourse. Parce que c'est probablement l'un des sujets les plus mal compris lorsqu'on parle d'argent, pourtant c'est aussi l'une des classes d'actifs les plus performantes sur le long terme. Et c'est important de prendre le temps de le comprendre parce que très souvent ce qui nous empêche d'agir, c'est pas le risque, c'est l'incompréhension. Quand on comprend pas quelque chose, on en a peur et quand on a peur, on n'agit pas. Alors que c'est un réel moyen de reprendre le contrôle sur notre argent et de se donner plus d'opportunités. Et ne pas le faire, ça a un énorme coût. Je vais vous donner un exemple pour vous illustrer tout ça. Aujourd'hui, le salaire moyen en France, il est d'environ 2300 €. Si on prend les cotisations retraite payées par le salarié et l'employeur, on est autour de 800 à 900 € par mois, qui servent à financer le système des retraites. Sur une carrière d'à peu près 42 ans, ça représente plus de 400 000 € qu'on aura versé à ce système. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix, hein. On est obligé de le faire, c'est comme ça. Mais maintenant, prenons un autre exemple. Imaginons qu'une personne investisse ne serait-ce que 150 € par mois entre ses 20 ans et ses 62 ans. Avec un rendement moyen de 7% par an, elle se retrouve à 62 ans avec environ 530 000 € de capital. Et pourtant, sur cette période, elle n'aura investi que 75 600 € de sa poche. Le reste provient simplement du temps et des intérêts composés. Donc on a investi moins pour des résultats plus importants et surtout, ce capital nous appartient. Ensuite, on peut choisir de retirer une partie chaque mois pour compléter ses revenus tout en continuant, tout en laissant le reste en fait continuer de fructifier. Ce qui veut dire qu'on ne se contente pas seulement de constituer un capital, on se crée une autre source de revenus supplémentaire qui peut nous permettre d'avoir une retraite beaucoup plus confortable. Donc il ne s'agit pas seulement de l'argent qu'on perd, c'est aussi tout l'argent qu'on aurait pu gagner, tous les projets qu'on aurait pu financer et toutes les possibilités auxquelles on renonce. Le patrimoine, il se constitue pas en un claquement de doigts ou en essayant de faire des coups, il se constitue pas à pas, mais surtout en comprenant les règles qui sont toujours les mêmes, et une fois qu'on les comprend, on peut avancer beaucoup plus efficacement. Ce qui se passe, c'est que le plus souvent, lorsque ces sujets d'argent nous échappent, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est d'aller voir un conseiller bancaire. C'est le premier intermédiaire à qui on pense quand il s'agit de gérer notre argent. Et puis le conseil, il est gratuit et accessible, ce qui est une très bonne chose en apparence, mais justement, on va s'arrêter 2 minutes là-dessus. Est-ce que ce conseil est vraiment gratuit? Alors, en vérité, il existe différents niveaux de conseils et l'accès qu'on va avoir à ces conseils dépend souvent du montant du patrimoine qu'on possède. Donc on va avoir les conseillers bancaires classiques, les conseillers en gestion de patrimoine, les banques privées, etc. Et ensuite, on retrouve souvent deux approches. On a le conseil indépendant et le conseil non indépendant. L'idée du conseil indépendant, c'est que le professionnel est avant tout rémunéré pour son expertise et son accompagnement. Son rôle, c'est de vous conseiller sur les meilleures solutions pour vous, et la différence avec un conseiller non indépendant, c'est que ces conseillers-là vont toucher des commissions sur les solutions ou les produits qu'ils vont vous proposer. Donc ça peut être un peu biaisé, c'est pas forcément mauvais, ça veut pas dire que ce sont des mauvais produits, mais il faut le savoir. Et justement, c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai choisi de travailler en indépendance, c'est pour pouvoir être plus aligné avec les intérêts des personnes que j'accompagne, parce que c'est aussi, je pense, ce que moi, j'aurais aimé trouver. Et une banque, ça reste une entreprise dont l'objectif est de gagner de l'argent. Ça veut pas dire que le banquier qui nous conseille est mal intentionné ou qui cherche à nous arnaquer, ça veut juste peut-être dire qu'il fait très bien son travail. Mais vu qu'il travaille dans un cadre avec des objectifs commerciaux et des produits à distribuer, leurs intérêts ne peuvent pas être alignés avec les nôtres. Donc le conseil, il est certes gratuit, mais on le paye d'une autre manière. Et ici, le coût, c'est tout l'argent qu'on perd à cause des frais qu'on va payer sur certains placements, des frais de gestion, des frais d'enveloppe ou encore certains produits qui sont pas forcément plus avantageux pour nous. Et le pire, c'est souvent que ce sont des coûts invisibles. On les voit pas forcément sortir de notre compte tous les mois, donc on a l'impression qu'ils n'existent pas. Pourtant, sur plusieurs dizaines d'années, ils peuvent représenter des sommes considérables. Parce que 2% de frais par an, ça peut paraître rien, ça peut paraître ridicule. On se dit que c'est pas grand chose parce que sur 100 €, par exemple, ça fait que 2 €. Mais en réalité, c'est que sur plusieurs années, l'impact peut être beaucoup plus important parce que les frais fonctionnent un peu comme les intérêts composés, mais contre nous, en fait. Quand on vous annonce 2%, c'est pas un prélèvement unique, c'est 2% chaque année. Et surtout, c'est 2% sur un montant qui est censé grossir avec le temps. Donc plus votre capital va augmenter, plus la somme réelle derrière ces 2% va augmenter elle aussi. Alors imaginons que vous investissiez 10 000 € pendant 50 ans avec un rendement moyen de 7% par an. Sans frais, vous pourriez obtenir près de 300 000 €. Maintenant, si on retire simplement 2% chaque année, vous n'obtiendrez plus que 115 000 € environ. La différence, elle est de près de 180 000 €, juste à cause des frais. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne réalisent pas. Les frais ne coûtent pas seulement 2% prélevés aujourd'hui. Ils vous coûtent aussi tous les rendements que cet argent aurait pu générer pendant des décennies. Et tout comme les intérêts composés peuvent travailler pour nous, les frais composés peuvent avoir l'effet totalement inverse. Et ça, c'est quelque chose qu'avec un minimum de connaissances financières, vous pourriez éviter ou au moins réduire. Et c'est ce qui rend la plupart des placements bancaires presque inefficaces, parce que le rendement que vous
devriez percevoir sera quasiment annulé par les frais. Alors que ce qui compte, c'est pas le rendement brut, c'est ce que vous allez réellement toucher une fois tous les frais payés. Alors, il y a les frais qu'on voit, mais il y a aussi ceux qu'on voit pas forcément. Peut-être que vous avez une assurance vie par exemple, mais est-ce que vous savez exactement dans quoi votre argent est investi, quels frais vous payez, combien vous coûte réellement ce contrat chaque année? Peut-être pas. Pourtant, si vous payez ces frais en cascade, qui paraissent faibles en apparence, c'est de l'argent que vous perdez et qui ne fructifie pas. Et parfois, ça peut même vous donner l'impression que votre assurance vie ne vous rapporte presque rien pendant des années, alors qu'une partie du problème vient probablement des frais qui viennent grignoter la performance. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, les choses commencent à changer avec l'arrivée des banques en ligne qui proposent souvent des frais beaucoup plus intéressants. Et même pour l'investissement, il y a des courtiers spécialisés beaucoup plus compétitifs et accessibles qui nous permettent de commencer à investir par nous-mêmes depuis notre téléphone. Il y a des plateformes comme XTB, Trade Republic, Saxo et encore d'autres. Et ça peut sembler être un détail, cette histoire de frais, mais sur plusieurs années, comme je vous ai dit, la différence est beaucoup trop importante pour être négligée. Et ça peut déjà faire une très grande différence sur un patrimoine. Alors pour le choix des plateformes, faites quand même attention à certains points. Déjà, il faut vérifier et s'assurer qu'elles soient bien régulées par une autorité financière reconnue. C'est probablement l'un des critères les plus importants. Ensuite, regardez les frais, la simplicité d'utilisation de la plateforme, les produits auxquels vous avez accès et si possible la qualité du service client. Et commencez d'abord par investir des petites sommes, histoire de bien comprendre la plateforme, de la prendre en main et de vous familiariser aussi avec l'investissement. Alors évidemment, dans cette vidéo, je ne peux pas vous donner de conseils en investissement parce que déjà c'est interdit. Et chaque personne répond à des situations différentes qui doivent être analysées. Et surtout, le conseil en investissement personnalisé répond à un cadre réglementaire très précis. Donc ça ne peut pas se faire comme ça. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe des stratégies qui permettent, avec un risque maîtrisé, d'obtenir des rendements corrects qui nous permettent au moins de battre cette inflation. En fait, avec la bourse, on observe historiquement des rendements moyens de 7 à 8% par an sur le long terme, ce qui veut dire qu'en plus de battre l'inflation, qui tourne autour des 2%, on génère également de la valeur supplémentaire au fil du temps. Et investir en bourse, c'est simplement investir dans des entreprises. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, si vous allez faire vos courses et que vous achetez une bouteille d'eau, derrière cette bouteille d'eau, il y a une entreprise. Ici, c'est Volvic, et donc je pense que c'est Danone, c'est ça. Pareil, si vous achetez un paquet de yaourts, ce paquet de yaourts, il appartient à une entreprise et ici, c'est Nestlé. Donc derrière chaque produit qu'on consomme, il y a une entreprise derrière. Elles sont pas forcément toutes en bourse. D'ailleurs, la majorité ne sont pas en bourse, mais derrière chaque produit, il y a une entreprise. Et donc investir en bourse, c'est comme si l'entreprise nous disait, bah écoute, si tu crois en mon entreprise, investis, achète des parts et en échange, on partagera les gains ensemble. Alors là, on pourrait se dire, ok, mais moi, par exemple, si je crois en Apple, je peux investir dedans parce que je pense que dans les années à venir, l'entreprise va continuer de se développer. Mais il y a quand même ce risque de perte, auquel cas, si Apple venait à faire faillite, eh ben, je perdrais tout mon argent. Et c'est là où les gens prennent peur parce qu'ils voient ça un peu comme un jeu de hasard où il faut parier sur la bonne entreprise. Parce que pendant longtemps, investir en bourse, justement, c'était ça, c'était sélectionner soi-même les entreprises en espérant avoir fait le bon choix. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes des générations précédentes ont encore cette image de l'investissement. Elles ont simplement pas connu les mêmes produits que nous on a et les mêmes outils qu'on a à notre disposition maintenant. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi des investisseurs qui choisissent eux-mêmes leurs entreprises avec toute la stratégie, toutes les recherches et les analyses que ça demande, mais il faut quand même savoir qu'une étude a montré que seulement 4% des entreprises cotées sont à l'origine de toute la création de richesse du marché américain, et ce depuis 1926. Et ce ne sont pas forcément les entreprises dont on entend tout le temps parler, ce qui veut dire qu'une toute petite minorité d'entreprises réalisent l'essentiel de la performance du marché. Donc à moins que vous pensiez être capable d'identifier à l'avance quelles seront ces entreprises exceptionnelles, c'est une stratégie quand même qui comporte certains risques, dont le risque de perte en capital. Et donc maintenant, depuis plus de 30 ans, on a des produits qui ont changé la manière d'investir en bourse, et ce sont les ETF. Et en fait, un ETF, c'est simplement un fonds qui regroupe automatiquement un très grand nombre d'entreprises dans un seul investissement. Et c'est ce qui nous permet en un seul achat de pouvoir posséder des centaines d'actions d'entreprises différentes. Donc au lieu d'essayer de chercher la petite aiguille en or dans la botte de foin, on va simplement acheter toute la botte de foin. Il n'y a plus vraiment de choix d'entreprise à faire. L'ETF, il va se contenter en fait de suivre ce qu'on appelle un indice. Et l'indice, c'est tout simplement une liste d'entreprises utilisées pour pouvoir représenter un marché. Par exemple, en France, on a le CAC 40 qui regroupe les 40 plus grandes entreprises françaises. Et aux États-Unis, on a le S&P 500 qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. Donc, ces ETF, ils vont nous permettre de créer une stratégie diversifiée et passive, puisqu'ils se gèrent tout seuls, et on va aussi pouvoir investir selon certaines convictions ou dans des thématiques différentes. Par exemple, on a des critères environnementaux, technologiques ou encore des critères géographiques. Et ils ont aussi une sorte de fonction auto-nettoyante, parce qu'en fait, une entreprise qui performe moins au sein de l'ETF, elle va
automatiquement être remplacée par une autre qui performe beaucoup plus. Et ce qui est fou, c'est que là où certains professionnels vont nous vendre des fonds actifs qui vont être gérés par eux-mêmes avec toute une équipe d'analystes qui essayent de sélectionner les meilleures entreprises et de battre le marché, nous on se contente de faire un choix beaucoup plus simple, celui de suivre le marché. Et vous pourriez vous dire que c'est forcément mieux de laisser son argent à un professionnel, parce que s'il est professionnel, c'est pas pour rien. Oui, sauf que selon l'étude Spiva, environ 90 à 95% des professionnels de l'investissement ne parviennent pas à battre leur indice de référence sur le long terme. Ce qui veut dire que nous, avec une simple stratégie, sans passer des journées à analyser des entreprises ou sans avoir les mêmes outils qu'eux, on va statistiquement avoir plus de chances d'obtenir de meilleurs résultats que la majorité de ces fonds actifs. Et du coup, c'est quoi l'arnaque des ETF ? En fait, en réalité, il n'y en a pas. Par contre, il y a des règles à respecter, des principes à comprendre et surtout des erreurs à éviter. La première chose à comprendre, c'est déjà que la bourse est volatile, ce qui veut dire qu'elle a une forte propension à connaître des variations importantes. Parfois ça monte, parfois ça descend, mais lorsqu'on prend suffisamment de recul, la tendance reste historiquement haussière sur le long terme. Et l'un des principes les plus importants, c'est de rester investi suffisamment longtemps pour laisser le capital, pour laisser le temps à notre capital de fructifier. Et pourquoi elle est volatile ? En fait, parce que les marchés réagissent en permanence à l'actualité. En fait, il suffit d'une annonce de Donald Trump qui s'est réveillé du mauvais pied, ou d'un conflit, d'une crise, d'une décision politique, pour que les marchés montent ou baissent brutalement. Mais ça, c'est totalement normal et les baisses font partie du jeu, c'est ce qu'il faut comprendre, et c'est même le prix à payer pour espérer obtenir sur le long terme des rendements plus élevés que ceux des placements garantis. Et l'un des meilleurs moyens de réduire son risque, c'est donc justement d'investir sur le long terme et surtout de ne pas avoir besoin de son argent dans l'immédiat. Parce que plus votre horizon de temps va être long, plus le risque de terminer avec une perte diminue historiquement. Et ça, de nombreuses études l'ont prouvé également. Donc malgré tout ce qui se passe dans le monde, malgré les crises, malgré les guerres, les crises sanitaires qu'on a pu connaître, les tensions politiques, etc., les marchés ont toujours su s'adapter. Et la vérité, c'est que même si on est pessimiste, aujourd'hui on reste dans un monde capitaliste. Et ce qui fait tourner le monde, ce sont les entreprises, c'est l'innovation, la consommation, la création de valeur. Et le jour où tout ça va s'arrêter définitivement, je pense qu'on aura d'autres problèmes à gérer que la performance de nos portefeuilles. Et souvent, on voit le risque comme quelque chose de négatif, mais en réalité, le risque est aussi l'une des raisons pour lesquelles on peut espérer obtenir de meilleurs rendements. Et quand on investit en bourse avec les bons principes, le but n'est évidemment pas de perdre notre argent. Toutes les stratégies dont on vient de parler ont justement pour objectif de réduire les risques inutiles, donc investir sur le long terme, éviter de dépendre d'une seule entreprise. Finalement, on cherche pas à supprimer le risque, parce que ça, c'est impossible quand on investit. On cherche simplement à le maîtriser. Et l'investissement, il n'est pas là pour nous gâcher la vie, mais plutôt pour l'améliorer. Donc tous les efforts qu'on va faire, toutes les habitudes qu'on va mettre en place, toutes les décisions qu'on va prendre ont finalement qu'un seul but, c'est qu'on puisse atteindre nos objectifs de vie. Et si on est honnête, finalement, l'argent n'a de valeur que s'il nous aide à améliorer notre vie. Donc en accumuler juste pour en accumuler, ça n'a pas vraiment de sens. Et avoir l'argent comme seule motivation, c'est généralement pas une bonne idée, parce que seul, c'est pas un motivateur assez puissant pour nous permettre de maintenir nos efforts sur plusieurs années, vous voyez. Maintenant, pour construire un patrimoine, il y a deux choses qui vont faire la différence. Déjà, le temps et notre capacité à investir régulièrement. Si on a les deux, c'est encore mieux. Si vous avez pour objectif d'atteindre la liberté financière à 45 ans et qu'aujourd'hui vous avez 20 ans, vous avez déjà cet énorme avantage qui est le temps, parce que vous allez permettre aux intérêts composés de faire leur travail. Mais il faut être réaliste, le capital reste quand même un accélérateur. Et plus vos objectifs sont ambitieux, plus il faudra alimenter la machine. Donc soit vous allez investir grâce à vos revenus issus de votre activité salariée, soit de vos revenus issus d'une activité entrepreneuriale, ou même les deux. Mais en tout cas, on peut pas espérer avoir des résultats importants si on investit peu et sur peu de temps. Ça, c'est irréaliste. Et il faut savoir aussi que le meilleur investissement pour vous n'est pas forcément le meilleur investissement pour quelqu'un d'autre. Vous devez juste vous concentrer sur votre situation et vos objectifs. Donc vraiment, ça sert à rien de suivre quelqu'un juste parce qu'il vous dit que sa stratégie lui a rapporté 20%, 30% ou plus, parce que vous n'aurez peut-être pas les mêmes résultats, et surtout, vous n'êtes peut-être pas prêt à prendre le même niveau de risque. Et un bon portefeuille, c'est un portefeuille avec lequel vous êtes à l'aise sur le niveau de risque. C'est peut-être pas le plus performant, mais s'il vous protège, qui répond à vos objectifs et qui vous permet d'investir sereinement pendant des années, il remplit parfaitement sa fonction. Et c'est ça aussi le but de l'investissement, c'est d'augmenter sa sérénité, d'augmenter sa liberté, et pas d'augmenter son niveau de stress. Il faut être aligné avec ce qu'on fait et surtout comprendre les enjeux, parce que l'argent facile, ça n'existe pas. L'argent rapide, parfois oui, mais il s'accompagne presque toujours d'un niveau de risque supérieur. Et tout le monde n'est pas prêt à accepter ce risque. Personnellement, ma stratégie, elle est basée en grande partie sur le temps que j'espère avoir devant moi, mais aussi beaucoup sur le capital que j'investis. Et j'investis pas avec la peur de tout perdre, parce que quand on comprend vraiment l'investissement, on se rend compte que la clé, c'est de ne pas investir l'argent dont on peut avoir besoin à court terme. Donc je mets en place tout ce qui peut me permettre de limiter mon risque, un portefeuille adapté, suffisamment diversifié et résilient, et surtout composé d'argent dont je n'ai pas besoin pour le moment.
Mais évidemment, ce sont surtout mes objectifs finaux qui sont à la base de toute ma stratégie. C'est eux qui m'aident à tenir parce que je sais où je veux aller. Et donc, c'est aussi vos propres objectifs qui vous aideront à créer la vôtre. Et c'est ça qui va vous permettre de savoir combien vous devrez épargner, dans quoi vous devrez placer votre argent, à quelle fréquence vous devrez investir, etc. Donc oui, on parle d'argent et tout ça, mais ça va bien au-delà de juste le côté financier. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de devenir conseillère en investissement financier. C'est pour pouvoir vous accompagner dans cette démarche, pour ceux qui souhaitent avancer sur ces sujets et les aider justement à construire une stratégie adaptée à leur situation. D'ailleurs, justement, actuellement, je suis en train de travailler sur tout ça et de mettre tout ça en place. C'est pour ça que je poste moins de vidéos parce que ça demande beaucoup de temps, mais je vous tiendrai informé. En tout cas, pour l'instant, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et en attendant la vidéo de dans 2 semaines, je pense, je vous en laisse 2 autres si vous les avez pas encore vues.